Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet aussi fascinant que complexe, le sujet de la transmission des traumatismes à travers les générations. Comment les expériences douloureuses de nos ancêtres, elles peuvent influencer notre vie aujourd'hui et quels sont les mécanismes qui vont sous-tendre cette répétition de la souffrance. Et puis, on va déjà commencer par explorer ce que c'est un traumatisme. Et qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme études qui ont démontré que les traumatismes pouvaient se transmettre entre les générations ? Un traumatisme, de manière courte et de manière concise, parce qu'on pourrait évidemment y passer beaucoup plus de temps, ça va être une réponse émotionnelle à un événement qu'on peut considérer comme terrifiant, quelque chose en tout cas qui va venir nous activer et qui va nous faire ressentir du danger. Donc on peut penser évidemment à un accident, à une agression, à une catastrophe naturelle. Mais plus globalement, c'est vraiment tous les événements qui vont être impactants pour nous, qui vont créer une forme de stress ou de peur, en tout cas des émotions intenses. Et ce qui va créer le traumatisme, en fait, c'est pas uniquement l'expérience en elle-même, mais c'est surtout la façon dont cette expérience, elle va être traitée, dont les émotions vont être processées, éprouvées ou non. Et ce qui va créer le traumatisme, du coup, c'est vraiment quand on ne va pas avoir la possibilité, soit parce que on n'a pas les capacités cérébrales, j'ai envie de dire, par exemple, quand il nous arrive des choses quand on est enfant, soit parce qu'on n'a pas été accompagné plus tard. Et du coup, voilà, c'est vraiment quand on n'arrive pas à processer, à éprouver pleinement, à pouvoir en parler, etc., être accompagné d'une quelconque manière, que cet événement va laisser une empreinte qu'on nomme du coup le traumatisme. Donc le traumatisme n'est pas l'événement en lui-même, mais c'est une des conséquences de l'événement. Alors, qu'est-ce qui nous dit, quelles sont les études qui ont pu montrer les impacts de ces événements qui se transmettent de génération en génération et qui vont influencer la santé mentale et physique des descendants ? Il y a une étude dont on parle beaucoup, sur laquelle on se base beaucoup quand on parle de cette transmission, c'est l'étude de Rachel Yehuda et de ses collègues sur les enfants des survivants de l'Holocauste. Donc c'est une recherche qui a révélé que les descendants, ils présentaient des altérations biologiques similaires à celles de leurs parents qui avaient été traumatisés. Notamment, il y avait des modifications dans les niveaux de cortisol, une hormone du stress. Et donc, c'est des découvertes qui ont déjà suggéré un mécanisme biologique sous-jacent à la transmission du traumatisme. On parle beaucoup de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un domaine de la biologie qui étudie comment les comportements et l'environnement peuvent causer des changements qui affectent le fonctionnement des gènes. Et l'épigénétique nous a montré que le traumatisme peut modifier l'expression des gènes et ces modifications peuvent être héritées par les générations suivantes. L'épigénétique, c'est vraiment cette étude des changements dans l'expression des gènes qui ne sont pas causés par des modifications de la séquence d'ADN elle-même, mais qui vont être causés par les facteurs environnementaux et comportementaux. Donc c'est vraiment une branche de la science qui nous montre que l'expression de nos gènes peut être différente selon notre environnement, selon les choses qu'on va vivre, selon les personnes qui sont autour de nous, etc. Et c'est ces changements-là qui peuvent être transmis aux générations suivantes. Il y a aussi eu différentes études sur les descendants des vétérans de guerre qui ont montré que les enfants de parents souffrant de stress post-traumatique pouvaient eux-mêmes présenter des symptômes de stress post-traumatique sans avoir vécu directement les événements traumatiques. Donc c'est une transmission qui pouvait se manifester notamment par de l'hypervigilance, des troubles de l'humeur ou des réponses de stress qui pouvaient être exacerbées alors même qu'ils n'étaient pas forcément dans un environnement qui était stressant. Donc il y avait vraiment quelque chose qui venait de plus loin, et donc des hypothèses de cette transmission transgénérationnelle. Alors finalement, si on sort un peu du regard de la science et de ces études-là, et qu'on se demande mais pourquoi finalement les traumatismes se transmettent ? Le regard du transgénérationnel et notamment de l'approche systémique des constellations familiales là-dessus, c'est que ce qui se passe dans le système familial, ce qu'ont vécu nos ancêtres, a besoin d'être reconnu, a besoin d'être vu, a besoin d'être éprouvé pleinement. Et lorsqu'un de nos ancêtres n'a pas pu éprouver pleinement, n'a pas pu vivre
pleinement ce qu'il avait vécu, que du coup ce traumatisme n'a pas été processé. Il y a cette idée aussi que les descendants ou un des descendants en particulier va avoir à porter quelque part cette mémoire, ce traumatisme-là, donc sans forcément qu'il ait vécu lui-même le traumatisme. Hein. Parfois ça va se répéter, c'est-à-dire qu'on va revivre des choses similaires, mais parfois non. On va simplement porter l'empreinte traumatique, l'empreinte émotionnelle, sans qu'il nous soit arrivé quelque chose de particulier. Et donc c'est ça qui peut poser question et donner lieu justement à des émotions ou à des peurs qu'on va ressentir et on sent que ça ne nous appartient pas vraiment, ou en tout cas on n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir. Donc là c'est souvent quelque chose qui met la puce à l'oreille et qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer du point de vue transgénérationnel. Et en fait donc c'est d'une certaine manière déjà pour libérer cette charge-là qui peut circuler de génération en génération et qui a besoin d'être libérée justement pour qu'elle n'ait plus à circuler. Et puis, parfois, il y a aussi le besoin par l'ancêtre en question qui a vécu le traumatisme que son histoire soit reconnue. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas mise aux oubliettes, qu'on ne mette pas un voile dessus ou qu'on ne reste pas dans le déni. Mais parfois, c'est simplement de reconnaître et de voir la souffrance de ce qui a été vécu, de reconnaître pleinement en fait le destin de cet ancêtre, aussi douloureux, aussi souffrant qu'il ait pu être, quelque part pour lui rendre aussi son honneur. Il y a un petit peu cette idée-là, et c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs en constellation, c'est que une fois que le traumatisme a été vu, on va rendre à l'ancêtre la charge qui lui appartient à lui, on va le libérer aussi de cette charge-là pour qu'il n'ait plus à la subir d'une certaine manière ou à la garder à l'intérieur, et on va honorer en fait son histoire. J'honore ton histoire, j'honore ton destin, je vois ce que tu as vécu, je reconnais ta souffrance. Il y a aussi des phrases qui peuvent être vraiment très guérisseuses voilà, je reconnais ce que tu as vécu, je suis désolée que tu aies eu à vivre ça. Mais évidemment aussi dans l'intention de rendre à chacun ce qui lui appartient. Et une fois que le traumatisme ou que l'émotion en elle-même, elle a été vue, du coup, elle n'a plus besoin de circuler de génération en génération. Donc s'il y avait une répétition de l'événement en lui-même ou du traumatisme, elle va s'arrêter. Et s'il y avait une répétition de cette émotion qui prenait des proportions importantes, elle va aussi s'arrêter de se transmettre. Et parfois, il peut y avoir plusieurs membres du système familial qui ressentent cette charge-là. Parfois, c'est un seul qui va porter quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc ça peut se manifester par exemple comme une colère qui est très très forte, et on sent bien que ah oui, on est en colère comme tout le monde. La colère, c'est une émotion qui nous traverse tous, qui est nécessaire, qui est utile. Mais parfois, elle va vraiment déborder, et ça peut être une colère vraiment énorme, intense, qui nous fait aussi parfois très peur. Et qui peut prendre sa source dans d'autres mémoires qui ne sont pas forcément que les nôtres. Donc ça va être vraiment important de pouvoir accompagner la personne qui ressent ça, et de pouvoir la libérer aussi d'un fardeau qui ne lui appartient pas. On peut aussi trouver ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est un concept qui est souvent étudié dans le contexte justement des traumatismes majeurs tels que l'Holocauste, et qui décrit le phénomène dans lequel les survivants de traumatismes graves vont ressentir aussi une forme de culpabilité intense pour le fait d'avoir survécu, d'être vivants, alors que d'autres, leurs ancêtres, n'ont pas eu cette chance. Donc on peut avoir la culpabilité de se sentir en vie, la culpabilité d'être vivant, la culpabilité d'être heureux, et de se dire finalement, est-ce que moi j'ai le droit de vivre, est-ce que j'ai le droit d'être heureux, heureuse, alors que mes ancêtres, ceux qui étaient là avant moi, n'ont pas été heureux, n'ont pas vécu peut-être dans ce cas-là. Mais ça marche aussi voilà, dans plein de situations différentes où il y a eu un traumatisme, quelque chose qui s'est cristallisé, qui a laissé une empreinte. Et du coup, on ne sait pas trop si nous, on a le droit de vivre sans cette empreinte-là, si on a le droit de s'autoriser. Donc c'est ce qui vient créer aussi ce qu'on appelle les loyautés familiales. J'ai consacré un épisode de ce podcast dans lequel je parle des loyautés familiales. C'est toutes ces loyautés, tous ces comportements qui sont transmis de manière toujours inconsciente, pour permettre un équilibre ou une cohésion au sein de la famille et du système familial. Donc là aussi, certains descendants peuvent porter le poids émotionnel des traumatismes vécus par leurs aînés et se sentir obligés de répéter certains schémas de vie ou de souffrance pour honorer cette loyauté implicite.
Évidemment, les traumatismes vécus dans le système familial, ils vont aussi avoir de l'impact sur l'attachement qui va se créer au sein de la famille. Donc là encore, j'ai parlé de l'attachement un petit peu plus tôt. Mais évidemment, si on a vécu ou si on est porteur d'un traumatisme générationnel qui est fort, un traumatisme non résolu, ça peut affecter notre capacité à créer des liens sécurisants avec nos enfants et perpétuer des cycles de difficultés émotionnelles et de dysfonctionnement relationnel. Alors, peut-être que vous vous dites en écoutant tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que déjà, la première chose qu'on peut faire et qui est tous à notre niveau, sans qu'on ait besoin de connaître les histoires des uns et des autres, c'est déjà de s'occuper de nos propres traumatismes, de ce qui a laissé des empreintes en nous, de ce qui n'a pas été résolu, de ce qui, en fait, aujourd'hui nous met encore en réaction. Parce qu'on peut avoir vécu des choses difficiles qui, sur le coup, ont été difficiles, mais quand on en parle ou quand on y pense, il n'y a pas forcément de réaction particulière. C'est-à-dire que notre corps, notre système émotionnel ne va pas spécialement réagir. On ne va pas se sentir mal. Alors, ça peut évidemment nous toucher. Hein. On a vécu quelque chose et ça ne s'oublie pas. Donc évidemment, c'est pas anodin. Mais il n'y a pas de gros malaise, de grosses réactions émotionnelles, où justement, on peut aussi se rendre compte qu'on est en capacité d'en parler, de verbaliser. Pas forcément avec tout le monde, évidemment. Mais qu'on arrive à mettre des mots dessus, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sous le tapis. Et ça, à notre niveau, on peut tous le faire. On peut tous choisir de se faire accompagner. Surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est à une époque où on a une chance inouïe qui est d'avoir plein d'outils à notre disposition, plein de professionnels différents, avec des approches différentes, avec des sensibilités différentes, qui vont nous permettre de trouver la bonne personne, en fait, la bonne personne pour nous, qui n'est pas la bonne personne peut-être pour notre conjoint ou notre sœur, pour se faire accompagner et pour déjà éviter nous-mêmes de transmettre ça aux générations qui viendront après nous. Donc ça, vraiment, je crois que c'est la base et que c'est complètement à notre niveau. C'est-à-dire qu'on est seul responsable de ce qu'on va transmettre à nos enfants. On est seul responsable de ce qu'on a vécu, de ce qu'on choisit du coup de processer, de libérer, de pacifier, et de ce qu'on choisit de mettre sous le tapis. Et c'est ce qu'on met sous le tapis qui potentiellement va se transmettre aux descendants. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si nous-mêmes, on a fait le job, entre guillemets, et qu'on sent que nous, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, alors là, ça peut être intéressant, effectivement, d'aller explorer, soit explorer avec les informations que vous avez. Si vous savez, par exemple, que certains membres de votre famille ont vécu des choses qui auraient pu être traumatisantes et laisser des empreintes, il y a déjà cette possibilité de poser de la conscience dessus, et ensuite, peut-être de pacifier, justement, cette empreinte-là, que ce soit par un acte symbolique, que ce soit par une visualisation, ou bien, deuxième option, vous ne savez pas ce qui a pu se passer, vous ressentez simplement quelque chose qui est inexpliqué et qui ne vous appartient pas. Et là, si vous n'avez pas accès à l'histoire familiale, les constellations peuvent vous aider justement à mettre des choses en lumière et à pacifier, en fait, à rendre ce qui a besoin d'être rendu. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est une étape en constellation qui peut se faire même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et à qui. Par exemple, si justement on ressent une émotion très forte, admettons qu'on ressent énormément de tristesse et qu'on ne sait pas d'où elle vient cette tristesse, on peut simplement symboliquement et dans l'espace de la constellation choisir de voir pleinement et d'accueillir pleinement cette tristesse et de la rendre à celui ou celle ou ceux à qui elle appartient, sans les nommer, sans savoir ce qu'ils ont vécu et qui ils sont exactement, mais simplement voilà, faire cette démarche symbolique qui est souvent faite en constellation, de rendre ce qui ne nous appartient pas, d'honorer le destin de celles et ceux à qui ça appartient, et ainsi de se libérer et de s'apaiser par rapport à cette émotion ou à cette charge qu'on porte et qui n'est pas la nôtre. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent, mais qui est vraiment important pour moi. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité et il y a dans toutes les familles, dans absolument toutes les familles, même dans celles dans lesquelles on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être là où il se passe le plus de choses d'ailleurs, mais dans toutes les familles, il y a des choses qui ont été difficiles pour nos ancêtres. On est une génération, moi j'ai 38 ans, voilà, mes grands-parents ont vécu la guerre, donc ne serait-ce que cette expérience-là, ça a forcément laissé quelque part
des traumatismes, des peurs, des difficultés. Et donc, selon la façon, encore une fois, dont ça a été processé, dont ça a été éprouvé, ça peut laisser des traces, sans aller chercher forcément plus loin des accidents, des catastrophes naturelles, des agressions ou autres. Donc, on a tous une part de notre famille, sans doute, qui a vécu des choses difficiles, douloureuses. Donc, ça peut être, dans tous les cas, intéressant et ce n'est jamais vain d'aller travailler sur cette question-là et d'aller pacifier, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de notre système familial. Donc, il n'y a jamais de fatalité. Ça peut être inconfortable, oui, c'est évident, et je ne vais pas vous dire le contraire. Ça peut être inconfortable, mais c'est tellement précieux aussi, à la fois pour soi, pour se libérer aussi d'un poids qui peut peser sur nos épaules, mais aussi, bien sûr, pour les générations suivantes, pour nos enfants, pour nos neveux et nièces, pour tous ceux, en fait, à venir et qui vont être les adultes aussi de demain. Et je le disais tout à l'heure, on a cette chance d'avoir accès à beaucoup de choses aujourd'hui, et des outils, des méthodes, des professionnels, des soignants auxquels les générations précédentes n'avaient pas accès ou difficilement accès. Alors nos parents sans doute un peu plus déjà, mais ça pouvait encore être compliqué d'aller voir un professionnel, ne serait-ce qu'aller voir un psy. Ça pouvait vouloir dire qu'on était fou, qu'on avait un problème de santé mentale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est de moins en moins vu comme ça. Et à l'époque de nos grands-parents, et notamment, je le redis, nos grands-parents qui ont pu vivre le contexte de la guerre, travailler sur soi, le transgénérationnel, le développement personnel, etc., c'était pas la priorité et c'était surtout beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui. Donc, je crois que j'ai envie de finir par ça. N'en voulons pas trop aux générations précédentes. Je pense que chaque génération a fait avec ce qu'elle a pu, avec ce qu'elle avait aussi à sa disposition. Et puis chaque personne est différente et les capacités de résilience ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, plutôt que d'en vouloir aux anciennes générations de nous avoir transmis certaines choses qui peuvent être lourdes aujourd'hui, je crois qu'il est important que chacun prenne sa responsabilité et fasse ce qui est possible à son niveau. Je prends souvent l'exemple du colibri qui fait sa part et je crois que chacun et chacune aujourd'hui, nous avons notre part à faire et que nous avons tous et toutes des choses à pacifier dans nos systèmes familiales. Alors je vous souhaite de trouver ce chemin vers la pacification, vers l'apaisement et que le vécu et le destin de vos ancêtres puissent être honorés dans quelque espace que ce soit. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.